Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui c'est Laurence. Laurence Viel, l'invitée du public. Vous vous souvenez d'elle? Vous l'avez vue dans Les Pensées de Pascal, vous l'avez vue dans Ouf, que j'avais eu le bonheur de mettre en scène, dans ce textile. Vous l'avez vue peut-être aussi dans Du coq à l'âne, un spectacle qu'elle avait écrit en marchant, en allant du coq à l'âne, de la ville du coq à la ville de l'âne. Laurence est une complice du public depuis de nombreuses années maintenant. C'est une poétesse extraordinaire, à la voix incomparable, au physique inimitable. Elle traverse la vie comme une girafe à grande enjambée, le nez au vent. Laurence, je vous laisse en sa compagnie, elle est inimitable. Et en la compagnie d'Éric Russon, je vous souhaite un excellent moment. Je vous retrouve bientôt. Eh ben on y va. Quelqu'un peut éteindre dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler de aux la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être un peu fou. On peut déjà l'accueillir. Laurence Viel. Alors j'en ai vu plein avec Laurence, mais celui-là m'a marqué. Pourquoi? Parce que, alors tu l'as écrit et tu t'es inspiré très profondément de l'histoire de ta famille, une histoire qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, avec des implications dans le réel. Parce qu'en effet, les gens dont tu racontais l'histoire, ils étaient toujours là, pour la plupart. Voilà, des gens de ta famille, des gens proches. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une comédienne, auteure, metteuse en scène a envie de raconter, non pas un pan d'histoire de la Belgique, bien que ce soit le cas, c'était universel, mais un pan de son histoire, de sa famille. Il y a une mise à nu là que je trouvais assez étonnante et risquée. Et indécente ou... Ah non, moi j'ai pas trouvé ça indécent. On lit beaucoup d'autofiction aujourd'hui, en se disant, alors avec des bonheurs divers évidemment, mais là le bonheur il était vraiment là, parce que tu as transformé ce réel en théâtre, en imaginaire. Oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup dans la matière dont mon chemin il est fait comme ça de diverses voix. Et donc parfois je fais la comédienne comme dans le jeu des cigognes. Pour Philippe Blasban. Pour Philippe Blasban, pour Jos Verbis avec mes compagnons de scène, dont Didier qui est là, Didier Denec, qui a fait des belles annonces tous les soirs pour cette rencontre et je le remercie beaucoup. Merci Didier. C'est grâce à lui que vous êtes là, et à Anne et à Patricia, merci beaucoup. Je suis très très touchée, voilà, merci. Et donc, et puis depuis toujours, depuis que j'ai appris à écrire, je pense, j'écris des mots pour moi. Et très vite dans mon parcours de comédienne, le réel m'a fait écrire. Donc, j'ai déjà raconté plusieurs fois des choses de ma famille. Il y a eu entre autres Ça y est, je vole, qui est alors sur ma grand-mère paternelle, qui a été pilote d'avion à un moment donné dans sa vie, et puis qui était une femme très moderne pour son époque sans le savoir. Et j'avais envie de lui rendre hommage et j'étais très proche d'elle. Et donc ça a été un travail très important pour moi. Et puis alors, il y a la famille maternelle, donc la famille de ma mère, ma mère est une femme très discrète. Et elle est anversoise, elle est francophone de Flandre. Et on a toujours su avec mes frères et sœurs qu'il y avait quelque chose dans son histoire familiale qu'on n'avait pas le droit de savoir. Alors pourquoi j'ai eu envie de mettre ça sur scène? C'est parce que c'est mon outil à moi pour aller vers le monde. C'est mon métier. Et peut-être si j'étais romancière, j'en aurais fait un roman. Peut-être si j'étais psychologue, j'aurais peut-être fait autre chose. Si j'étais peintre, j'aurais fait un tableau. Et donc là, j'ai eu besoin d'aller rencontrer les derniers témoins de cette histoire. Et donc, j'ai découvert vraiment un secret de famille. Et donc, ça a été une grande aventure et artistique et historique, parce que je ne pensais pas que j'allais à ce point-là plonger dans l'histoire de la Belgique. Et ça m'a fait vraiment fort plonger dans l'histoire, des choses que je ne connaissais pas du tout. Et puis, ça m'a fait rencontrer des personnalités comme Pierre Mertens, comme
Bruno de Wever, le frère de Bart de Wever. Il y a eu plein de gens incroyables, puis les gens de ma famille, et puis ma mère, et puis des lettres des morts de cette histoire. J'ai eu accès à des courriers, et avec Pietro Pizzuti, qui est un grand compagnon de travail, ben voilà, j'ai essayé de raconter cette histoire sur la scène en mettant tout ça ensemble, tous ces morceaux. Et ce que j'aime vraiment, c'est reprendre la parole, comment les gens m'ont parlé, comment ils m'ont dit les choses. Puis il y a d'autres gens qui sont plus là, donc j'ai dû réinventer comment ils parlaient, comme ma vieille arrière-grand-mère qui est morte à 104 ans, donc je l'ai connue longtemps. Et donc j'ai essayé de la remettre un peu en moi, comme ça, Alice. Et voilà, oui. C'était une grande aventure. Et qu'est-ce que ça amène à l'auteur que tu es? À l'auteur que je suis. Cette plongée comme ça dans une histoire familiale qui est ton histoire. On ne fait pas beaucoup ça. Alors, parfois on feuillette des vieux albums de photos puis on en reste là. Là tu as été beaucoup plus loin. Oui, c'est vrai, mais je me suis pas rendu compte au moment même que j'allais si loin. Hein. Donc la réalité, même parce que je terminais l'écriture de ce spectacle, et j'ai un dernier paquet de lettres qui est arrivé des États-Unis, et c'est là que j'ai découvert le secret, et c'est là que ça a été une explosion familiale, mais c'était presque pas volontaire de toucher cette chose-là. Alors, ce que ça fait dans ma vie d'auteur... Alors, ce qui a été très fort, c'est que à plusieurs niveaux, ça m'a transformée. J'ai compris des tas de choses sur mon histoire familiale et c'est beaucoup de femmes qui sont restées seules dans cette histoire familiale et qui ont porté comme ça les choses et un endroit où on donnait plus beaucoup de place à quelque chose qui a à voir avec l'amour, mais je ne sais pas très bien expliquer. Le fait aussi que de porter la parole pour les gens de ma famille. Il y en a qui m'en ont voulu, il y en a un qui ne me parle toujours pas beaucoup depuis cette histoire, voilà, et qui m'a plus parlé du tout pendant un an. Maintenant, il recommence à me parler un petit peu, mais il m'a très fort crié dessus. Et il a dit que c'était pas possible que j'ai fait ça, qu'on n'avait pas le droit de déterrer les choses, et je dois l'entendre aussi. Et par contre, ça a redonné, par ma mère qui est une femme très secrète, ça lui a redonné vraiment... ça lui a redonné de la parole, là où elle l'avait perdue, je pense. Et alors, ce qui a été très fort, parce que c'est mon histoire personnelle et l'histoire d'une famille, mais ce qui a été très fort, c'est qu'à un moment donné, tous les soirs ici, au public, tous les soirs, il y avait des spectateurs qui venaient me voir et qui me disaient « mais j'ai la même histoire ». Et ça, je trouve ça magnifique. Ou bien à un moment donné, je parle d'un foulard que le réseau Comet, que mon grand-oncle résistant dans ce réseau donnait aux aviateurs anglais pour qu'ils retrouvent leur chemin. Puis une dame vient me dire « mais moi j'ai encore un de ces foulards chez moi ». Et elle me dit « vous pouvez venir chez moi le regarder ». Et alors j'ai eu comme ça des tas de pans d'histoire incroyables des gens. Et je me suis dit « mais ce qui est incroyable, c'est que quand on va si loin dans son histoire intime, si loin, en fait on touche tout le monde, enfin on touche énormément de gens. Et que c'est là que je me dis que ça justifie peut-être et que ça donne du sens à cette démarche. Bon, au niveau de l'écriture, c'était très riche parce que chaque parole qu'on rencontre et que j'ai donc mis dans mon corps, puisque ce que j'aime, c'est mettre dans mon corps les paroles que je récolte. J'aime ça énormément, être porteuse des paroles des autres. Et donc, comment chaque parole qu'on récolte nous transforme une fois qu'elle passe dans notre corps. J'ai eu des très grandes émotions. Et aussi en écrivant, je me rappelle, j'étais donc Patricia et Michel qui ont complètement accompagné ce projet. Et c'était magnifique. Ils m'ont donné un énorme espace pour écrire pour les premières semaines de travail. Donc j'étais toute seule dans la plus grande salle de répétition, à une toute petite table que j'avais mise dans un coin. J'avais mis un canapé, je dormais beaucoup, parce que j'étais tellement dans l'émotion que ça me faisait dormir. Et quand je ressurgissais pour écrire parfois, j'arrêtais pas de pleurer, ce qui m'arrive jamais quand j'écris, je pleurais. Et alors j'avais l'impression que c'était les gens de ma famille qui avaient tous envie de parler à travers moi et qui me disaient des choses. Et quand je me disais, allez, aujourd'hui, je vais écrire le monologue de mon arrière-grand-mère. Puis j'arrivais et puis, non, c'était un autre personnage qui devait absolument... Et alors j'avais l'impression qu'ils étaient là en moi et qu'ils avaient tous leur histoire à raconter et que j'étais comme une passeuse et voilà, je pense que dans notre métier on est avant tout de toute façon, que je sois comédienne ou que je sois auteur ou poète ou quoi, je crois qu'on est avant tout des passeurs. Ouais. Il y a des écrivains qui disent, et notamment des écrivaines qui disent en fait, voilà, quand on écrit un roman, c'est qu'on est enceinte d'un projet et puis on le met au monde. C'est ce que tu ressens parfois? Oui, une mise au monde.
Oui, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, alors pourquoi à ce moment-là de ma vie j'ai fait ce projet-là? C'est le mystère. Parce que cette histoire, ça faisait longtemps qu'on savait qu'elle était là quelque part. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est qu'il y avait dans la famille de ma mère, il y avait des collaborateurs et des résistants. Et qu'il y avait que les résistants ont été dénoncés. Et on n'a jamais su, on a toujours cru que c'était un des deux collaborateurs. En fait, il s'avère que c'était pas du tout lui, que c'était un autre, et qui s'est même suicidé après en prison. Mais tout ça, on ne le savait pas, et personne ne le savait. Et donc voilà, c'est tout ça qui a été remis à jour. Une histoire très... Le chagrin des Belges, un peu. Oui, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'un auteur a tous les droits? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, quand tu écris ce genre de choses, qui sont quand même des choses très personnelles, qui impliquent des gens qui sont de ton entourage, est-ce que parfois tu dis non, là je vais me mettre des barrières? Ou bien la parole telle qu'elle est écrite va quand même servir à construire des ponts entre les gens? La parole construit des ponts entre les gens, et en même temps, je pense que chaque auteur se donne les droits qu'il a envie de se donner. Et je sais qu'il y a une chose que je me suis empêchée de raconter dans cette histoire parce qu'une personne était encore vraiment trop impliquée là-dedans. Ou quelqu'un m'a dit aussi, ça je te le dis, mais ne le mets pas dans l'histoire, ne le dis pas. Donc on doit aussi respecter ça. Et je voulais vous raconter, moi je trouve cette histoire magnifique. Donc ma mère, que je fais parler dans cette histoire, parce que pendant tous les 2 ans où j'ai travaillé sur ce spectacle, ma mère n'arrêtait pas de me dire, mais Laurence, s'il te plaît, n'écris pas ça, ne fais pas ça. Elle était terrifiée. Et donc, la famille du grand collaborateur flamand, c'est la famille Dals. Je peux le dire parce que c'est un collaborateur qui a été malheureusement très connu en Flandre. Donc, c'est des cousins de ma mère qu'elle n'a plus jamais revus depuis la guerre. Parce que voilà. Et donc, dans la pièce, à la fin de la pièce, je raconte qu'elle revoit le fils de ce collaborateur. Et ça termine, ils se rencontrent dans ma pièce ici, sur ce plateau, et ils se disent bonjour, et ils sont contents de se rencontrer. Et ils s'étaient évidemment jamais rencontrés. Et, bon, ma mère voit la pièce, elle est contente, je dis ouf, tant mieux. Et alors, elle était tellement contente, c'est fou, hein, ça l'a tellement libérée, et même c'est fou. Après, elle parlait, elle racontait, elle qui ne dit jamais rien de tout ça. Ça a libéré sa parole. Ça a complètement libéré sa parole, et celle d'autres personnes aussi. Et puis, il se fait que la télé hollandaise a un peu suivi la construction de ce projet, puis qu'il y a eu une émission, ils avaient pris 6 Belges pour raconter la Belgique, et un des Belges, il m'avait demandé d'être un de ces Belges, à partir du spectacle du Coq à l'âne. Et eux disent, on aimerait te proposer de faire la vraie rencontre entre ce cousin et ta mère. Et donc, ma mère dit d'accord. Et donc, on a été à Gand et ils ont filmé les premières retrouvailles en vrai de ma mère et de son cousin. Mais c'est fou, ça paraît... Provoqué par la pièce. Provoqué par la pièce. Ouais. Et ma mère, maintenant, elle le revoit tout le temps, cet homme. C'est un homme de 80 ans et elle est... il se voit tout le temps, enfin il se voit très souvent, il se revoit et elle est... Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on se dit, bon, les études entre guillemets sérieuses, c'est fait, maintenant je vais quand même essayer de vivre ce rêve-là. Et tant pis si ça passe ou ça casse. Un peu ce que disait Pietro, ça passe ou ça casse. Mais alors, qu'est-ce qui fait que... Moi je pense que mon chemin, il est vraiment fait de rencontres déterminantes et qui m'ont... qui font que j'ai l'impression que forcément ça vient de quelque chose aussi en moi, mais ça vient aussi de tous les gens qui sont arrivés à tel moment et qui ont pu faire que ce chemin s'est fait, et puis qui pourrait peut-être encore se faire autrement, on ne sait pas. Et donc Pietro a été important, mais et puis il y a eu Monique Dorcel qui a été importante. Du poème, oui. 4 poèmes. Puis il y a eu après, il y a eu comme ça des tas de personnes sur le chemin qui ont fait que ça s'est... Ça s'est façonné, oui, parce que Monique, très vite, m'a prise sous sa coupe, comme ça, quand j'étais au conservatoire. Et puis à l'université, j'avais un professeur de linguistique extraordinaire qui m'avait fait connaître le livre des écrits bruts et qui m'a suivi très longtemps dans mon parcours. J'en ai fait un spectacle après, beaucoup d'années après. Et déjà, à l'université, il y avait déjà des choses qui me mettaient avec la parole, beaucoup... Oui, je sais pas. Mais c'est ça qui t'a fait vraiment venir vers ce métier, parce que moi j'ai vu beaucoup de spectacles avec toi, et notamment des spectacles autour de la poésie, autour des mots, avec parfois une prise de risque, parce que ce n'était pas des textes faciles toujours, mais j'ai l'impression que ce sont les... Alors on a parlé de Monique Dorcel, du théâtre poème, la poésie, le mot est prédominant chez toi. Au-delà même d'une histoire à raconter, c'est la musique des mots. Ah oui, j'adore les mots. Enfin, c'est comme une substance, quoi. C'est comme...
c'est comme une... Enfin, quand je dis des mots, ouais, c'est ça, c'est comme... je sais pas, c'est Novarina, il dit la chair des mots. Hein. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est de la chair, quoi. Et quand je joue un personnage, je pense jamais au personnage, c'est d'abord une langue. Et puis quand je dis des gens importants, ça aussi été, c'est important pour moi de dire, parce que c'est aussi grâce à elle que je suis dans cet endroit-ci. C'est Magali Pinglot, qui a été une compagne très importante, parce qu'on a fait beaucoup d'aventures théâtrales ensemble. Et les mots, ben oui, donc dans le fait que... Ça, j'ai ce souvenir depuis... Je me rappelle, j'avais 6 ans et je venais d'apprendre le son hul à l'école. Hul. Et je me rappelle, j'étais dans la rivière, à la campagne, où je vais depuis toute petite à Resteigne, près de Ans-sur-Lesse. Et alors j'étais dans cette rivière et je nageais et je criais « Jules, qui fait des bulles, se prend pour Hercule ». Et j'ai crié ça, je crois, toute l'après-midi. « Hul, hul ». Puis j'ai écrit mon poème sur un papier et c'était mon premier poème. Et donc c'était le son « hul ». Et donc c'était, voilà. Et alors tous les poèmes, après, ça a toujours été d'abord, je crois, des sons et puis des gens. Voilà. Ouais. Pourquoi avoir choisi le théâtre alors, et pas voilà, la littérature ou... Parce qu'en fait, je crois pas. Souvent, je me dis, mais oui, pourquoi t'es pas romancière, Laurence? Alors, je crois que ça m'angoisserait d'être romancière. Je serais trop seule. Enfin, ce que j'aime dans le théâtre, c'est qu'on est tout le temps confronté aux gens, au public. Enfin, pour moi, c'est très important, même essentiel, le moment où où il y a vous et ici, et que les mots se mettent entre nous. Et oui, voilà. Et pour moi, ça, c'est ce qui me nourrit peut-être le plus. C'est quand je suis devant les gens avec les mots et que ça passe comme ça. Ouais. Souvent, les spectacles que j'ai vus avec toi, pas seulement ceux dont tu es l'auteur, mais aussi ceux, comme ici, pour le moment, avec Magali, avec Didier, le spectacle de Blas Band, c'est un spectacle qui est très ancré dans une réalité, mais une réalité que Philippe Blas Band a tordu, on va dire, pour transformer cela en poésie et en théâtre. Et j'ai l'impression que c'est un des fils conducteurs de ton parcours. On a parlé du coq à l'âne, de cette pièce-là aussi, le jeu des cigognes, mais j'ai l'impression que c'est un des moteurs qui te fait aller vers des textes, qui a un ancrage dans le réel, et que ce réel devienne une poésie. Oui, vraiment. Oui, j'aime bien l'ancrage dans le réel. J'avais jamais dit des mots de Philippe Blas Band, donc ça a été une découverte pour moi de dire des mots de cet auteur-là, avec 4 personnages comme ça. Ça me plaît beaucoup. Puis j'aime beaucoup aussi les comédiens avec qui je travaille. J'aime beaucoup... pour moi, c'est très important aussi de me sentir familière avec les gens avec qui je travaille. C'est important de retrouver des gens sur mon chemin ou que la rencontre soit vraiment forte. Et sinon, je ne comprends pas bien. Et alors, oui, Philippe Blas Band part beaucoup du réel, oui. Il parle aussi souvent de sa famille, oui, de sa famille, de gens qui ont vécu, et puis de l'histoire, de la guerre, et puis voilà, l'histoire, le Congo, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai que pour finir, il y a beaucoup d'endroits qui me plaisent beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais, je suis très, très touchée par cette écriture et par le travail qu'on a fait avec tout ça. Ouais. Est-ce qu'on te raconte finalement, en tout cas en ce qui te concerne, de choses importantes qu'en partant du réel? Parce qu'il y a des gens qui partent de l'imaginaire complet, même si tu transformes tout ça en imaginaire et en poésie, on sent qu'il y a un réel qui touche les gens, puisqu'à un moment donné, ils s'y reconnaissent aussi. En fait, en tout cas, ça, c'est ce qui me plaît. Tu vois, par exemple, pour le moment, je joue beaucoup un monologue en France qui est une Jeanne d'Arc. Voilà, c'est réel aussi, mais elle est complètement réimaginée et ça me plaît beaucoup de la jouer aussi. Mais c'est vrai que le réel, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faire entendre la vie des gens et la façon dont ils parlent et comment ils parlent, parce que oui, la vie réelle, en fait. Ils sont héroïques, quoi. Mais on ne le sait pas, on ne le dit pas. Ouais, parce que donc, c'est le rôle du théâtre de le dire. Oui, alors une grosse part de mon travail, que j'ai fait un peu en Belgique, mais que j'ai fait davantage en France, mais je l'ai fait par exemple au Tanner avec Xavier Lukomski, c'est d'aller à la rencontre de gens du quotidien et de vraiment aller prendre des heures et des heures, passer des heures et des heures près d'eux avec eux, récolter leurs paroles et en faire des moments à partager avec les gens. Où c'est plus eux qui la disent, ça devient un comédien, ou ça peut être mis en chanson, ça peut devenir plein de choses. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand les gens entendent, ils disent « Mais c'est pas moi ». Et c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et 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 c'est pas moi
Je dis, mais oui, vous avez exactement dit ça et comme ça. Mais je parle pas comme ça. Je dis, mais si. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on prend exactement comment les gens parlent, on a tous une langue en nous, hein, incroyable. Comment on répète plusieurs fois les mots, oui, vraiment, détaché de notre corps, notre langue est une langue à part entière. C'est ça que moi j'aime bien, c'est tous les gestes qu'elle fait par rapport aux mots. Je regarde ses mains parce que sur scène aussi, Est-ce qu'il y a des gestes, des choses que tu fais avant de rentrer sur scène? Est-ce que tu as peur aussi de rentrer sur scène? Alors, pas tellement. Ouais. Les premières font peur, et puis ou quand c'est des choses très proches, alors ça fait peur parce que comment les gens proches peuvent réagir. C'est toujours les premières qui font peur parce que c'est fragile dans la mémoire, dans ce qu'on vient de mettre en place et tout ça. Mais après, j'ai plutôt une grande joie de rentrer en scène. C'est pour moi une grande joie. C'est aussi parfois, je trouve ça reposant par rapport au quotidien aussi. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a un espace où tout à coup j'ai l'impression que voilà que c'est le moment. Ouais. C'est quoi? C'est une forme de refuge? Non, ouais, d'épanouissement. Ouais, je crois. C'est là que tu dois être. Ah, mais j'aime aussi dans le quotidien. Hein, j'aime aussi toute ma vie chez moi, à la maison, faire toutes les choses très simples. Mais j'aime vraiment cet endroit. Mais j'aime vraiment le fait d'être face à des gens et que quelque chose se passe. Les répétitions, j'aime pas tellement. Ouais, c'est des moments que j'aime pas tellement. Je préfère beaucoup plus les représentations. J'ai lu un livre, comme ça, pour le moment, un livre qui m'a beaucoup fait du bien ces derniers mois sur la gratitude. Alors, ils disent que si on dit merci tous les jours, ça va mieux. Alors, tous les jours, je dis merci à mes pieds. de me porter d'un endroit à l'autre à chaque instant de ma vie. Et pour le moment, je me les tords plus. Je me dis, voilà, peut-être que je ne leur rendais pas assez... j'avais peut-être pas assez de gratitude envers eux. Et... On a parlé d'être enceinte d'un texte. Tu étais enceinte aussi de 2 enfants. Oh oui, voilà, dont Marie-Lou qui est là-bas derrière. Voilà, et même sur scène, c'était des moments importants d'être sur une scène, enceinte à la fois d'un projet théâtral, mais aussi d'un être humain. Comment est-ce qu'on vit ça? Ah, ben c'est beaucoup de chance hein, d'être enceinte et de pouvoir jouer en même temps et d'avoir l'impression de partager tous les mots avec un être invisible. Ça, je trouve ça magnifique d'éprouver ça. Des enfants qui ont été sur scène finalement, même avant de naître. Oui, et qui ont entendu, oui c'est ça. Et puis tous les textes qu'on apprend par cœur tout haut et qu'ils ont entendu je sais pas combien de fois. Enfin, c'est fou. Et Marie-Lou, là, même quand ils sont petits, on les trimballe partout. Marie-Lou qui a entendu du Novarina pendant 1 an, qui l'a vu au moins 20 fois ce spectacle. Et alors je me dis, ben voilà, c'est fou, hein, tout ce qu'ils entendent. Là aussi, finalement, on se dit que le réel et le théâtre se mélangent. Parce que, voilà, c'est toi, à un moment donné de ta vie, important, très important. Oui, puis avec Pietro, on avait partagé cette expérience magnifique de Marin mon cœur, ce texte de Savitskaya que vous avez, sans doute certains de vous l'ont lu, qui est tellement beau sur les premiers moments de son enfant. Et donc Pietro avait mis ça en scène à la Balsamine. Et j'étais enceinte. Et c'était fort, ça. Hein. Enfin, c'est fort d'être des choses qui se croisent comme ça. Souvent, c'est étonnant, comme souvent dans notre métier, ce qu'on raconte sur le plateau, tout à coup se met en écho avec notre vie réelle, ou souvent il y a des mélanges très étranges comme ça entre les deux. Il y a un truc très important que tu as dit, c'est que finalement, si tu avais été romancière, voilà, tu aurais écrit dans ton coin, et puis bon, le bouquin serait sorti, on rencontre quelques lecteurs, et puis on passe à autre chose. Le truc le plus important, de différent entre le romancier et l'auteur de théâtre, c'est la rencontre avec l'équipe, avec les autres, c'est partager la scène. Et ça, j'ai beaucoup reçu de témoignages sur voilà, cette envie que tu as de partager et sur la générosité. Pas seulement sur une scène, mais aussi dans la vie. C'est important, les autres, d'être avec les autres, de partager avec les autres. C'est un moteur de ta vie? Ah oui, oui, complètement. Les autrui, quoi. Enfin, vous, je sais pas, c'est... Mais je réalise à quel point... ça peut paraître... banal, mais à quel point ma vie est complètement liée aux rencontres que j'ai faites, ou parce qu'elles ont nourri mon écriture, ou parce qu'elles m'ont permis d'être là où je suis maintenant, précisément. Voilà. Enfin, je trouve ça fou. C'est la magie de la vie, quoi. Comme chaque rencontre
Oui, je me sens vraiment pétrie de ces rencontres, complètement. Et encore d'autant, peut-être avec ce métier où après tout, la seule chose qu'on a, c'est des mots, quoi. Des mots, c'est du vent, quoi. Mais il y a les autres, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est du vent, justement? Non, je pense. Ah si, c'est quand même du vent, ouais, en fin de compte. Oui, oui, ça c'est... C'est du vent qui peut peser lourd, quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais en fin de compte, c'est du vent. Oui, je pense que c'est étrange, oui. Et je sais pas, il y a quelque chose dans la voix, dans la manière de jouer qui me fait penser à l'enfance ou à un enfant. Est-ce que cette part de toi est encore très présente? Est-ce qu'elle t'accompagne sur scène? En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup être, par exemple, avec mes enfants. Enfin, ouais. Que l'enfant, c'est un endroit où je me sens bien. Enfin, j'aime bien partager ça. Je me rends pas compte de ça. Ça peut être peut-être la texture de ma voix, on me renvoie souvent qu'elle est un peu particulière, et donc peut-être que cette texture-là est quelque chose de... Une manière aussi de s'adresser au public. Je ne sais pas si le public a la même sensation que moi, mais c'est vrai quand je te vois dans certains spectacles, et il y a cette manière peut-être parfois enfantine, et même quand tu joues des adultes, et dans le texte de Blas Band aussi, je me dis, mais qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance? Je sais pas, mais ce qui est drôle, c'est que dans le texte de Blas Band, Pierre Rollemans, qui est à l'origine de ce projet, et qui n'est pas là parce que sa maman est malade, il s'excuse de pas être là, il est près de sa maman. Et donc, il m'a dit, tu vas voir, ça va être une révolution, les gens vont te voir comme ils ne t'ont jamais vu. Mais en fait, on continue à me dire que c'est toujours la même chose. Ah non, j'ai pas dit que c'était toujours la même chose. Non, mais c'est vrai, j'ai beau essayer de faire une femme dure, je me dis, elle est dure, et je me dis, allez, on voit autre chose. Et Pierre me dit, mais on voit autre chose et tout, mais non. Et donc, je me dis, mais non, mais je sais pas, mais je pense que ma voix, il fait comme pour beaucoup. Et alors, il y a au conservatoire, il m'avait dit, va voir un orthophoniste ou je sais pas quoi à la fin de la première année, parce que t'as sûrement des nodules ou quoi. Et donc je vais voir. Et donc, c'est là que le mystère s'est éclairci. Oui. Donc, j'ai une épine. Donc, c'est une malformation congénitale qui fait que mes cordes vocales ne se touchent pas. Et on peut la raboter, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, en fait, plus je parle fort, plus il y a du souffle. Et donc, ça donne ce côté... voilà. Ouais. C'est... Mais est-ce qu'elle correspond aussi à quelque chose qui est profond en toi et important en toi? Parce que ce métier, cette passion que tu as, elle est née peut-être avec toi. Avec l'enfance, oui, ouais. Sûrement. Elle vient de l'enfance, en tout cas, ça c'est sûr. Elle vient de l'enfance. Elle m'a toujours accompagnée. Enfin, ce goût des mots, elle a depuis toujours. Mais je sais pas. Cette notion de jeu aussi. Oui, jouer, ça c'est vrai que c'est une notion importante pour moi. Le jeu. Oui, c'est vrai que la scène est un espace de jeu. Et en même temps, c'est un espace de jeu très précis. On est très précis. C'est un espace de travail aussi. Enfin, je sais pas. Mais le jeu... C'est facile une vie de comédienne et de maman? Non, je trouve pas ça facile. Pourquoi? Je trouve que ça demande beaucoup d'organisation et puis beaucoup de soirs où on peut pas mettre ses enfants au lit, mais il y a d'autres métiers qui sont pareils. Ouais. Et ça, je trouve ça pas facile. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses qui sont très riches dans le fait de faire ce métier et d'avoir des enfants. Bizarrement, ça donne beaucoup d'énergie, par contre. Ouais. Il y a des moments où c'est douloureux, voilà, quand les enfants sont petits, qu'il faut aller travailler le soir parce que... Bah oui, parfois c'est douloureux. Et de confier l'enfant à quelqu'un d'autre parce qu'on a envie de rester... Oui, voilà. Oui, comment est-ce qu'on gère ça? Je sais pas, Paty, tu l'as géré aussi pendant longtemps. Toi, tu avais construit carrément un petit endroit où il pouvait dormir ici. C'était chouette. Il y a le papi et mamie aussi. Voilà, c'est ça. La famille nous a dit, il y a beaucoup de relais. Les amis, voilà, beaucoup. Oui, ça c'est important. C'est très important. Voilà. De nouveau les autres, quoi, comment les autres nous aident. C'est vrai que les enfants viennent voir le spectacle 30 fois. Ça c'est chouette. Hein. Oui. Ça, ouais. Et justement... Marguerite Duras à 6 ans. Ah ouais, Est-ce que c'est important que tes enfants viennent te voir? Tu as une fille, tu as deux... C'est 2 filles que tu as? La grande, je crois qu'elle a tout vu. Ouais. Sauf une chose. Et par contre, la petite, je ne sais pas pourquoi, elle a 5 ans. Et la petite... alors, il faut voir si c'est important pour eux. Elle peut répondre.
Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour elle? Je sais pas. Pour moi, c'est important. Voilà. Et alors après, la petite, je ne l'ai pas encore emmenée voir, je sais pas. Il y a... Est-ce que c'est important pour toi, Marie-Lou, de voir tout ça? Je sais pas. Hein. Oui. Au début, elle était un peu obligée, elle n'avait pas le choix. Maintenant, elle a le choix. Elle a le choix de venir ou de ne pas venir. Mais quoi, vous en parlez après? Oui, on s'en parle, hein. Oui, elle me parle quand même beaucoup des spectacles qu'elle voit. Ouais. Oui, elle aime bien maintenant. Avec un regard, avec... Comment ça se passe? Alors, Marie-Lou, elle est très critique, elle a un regard très intéressant, elle décortique, elle dit... oui, c'est intéressant d'avoir son regard. Ouais. Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Ben, ça fait... Enfin, les enfants, ça nous... C'est bien. C'est de nouveau des paroles, finalement, voilà, qui reviennent, le réel et le théâtre. Et c'est parfois avec quoi l'envie de prolonger ça, de se dire finalement, de nouveau, on parlait des frontières entre les deux. Ça fait partie de la vie de famille maintenant? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, complètement. Puis la petite, je l'ai emmenée beaucoup partout. Et puis elle aussi. Oui, ça fait. Oui, en ça, tu parlais des frontières. Oui. Ouais. Oui, comme souvent je suis partie dans un autre pays, alors je peux emmener la petite avec moi. Oui, il y a des frontières. Elles sont quand même emmenées dans une vie. Quand même, oui. Je me dis, alors j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi ce soir, mais qu'une forme de désobéissance te caractérise aussi. De ne pas aller forcément là où les gens t'attendent, de ne pas obéir à tes parents quand ils t'ont dit oui, tu feras des études sérieuses, et puis oui, en même temps il y a une forme de transgression, d'aller vers quelque chose et de finalement choisir ce que tu voulais et pas ce que eux voulaient. Il y a une forme de désobéissance. J'ai pas eu l'impression tellement de désobéir parce que c'était un peu comme ça. Et alors, peut-être que j'allais avoir quelque chose de désobéissant, mais à l'école, j'étais toujours sage. À la maison, j'étais la plus sage des 4 enfants. Bébert peut le dire. J'étais la plus sage. J'ai plutôt un caractère obéissant et docile. Oui, je suis quelqu'un de très docile. Mm-hmm. Mais la désobéissance, ça a dû se mettre ailleurs, comme tu disais tout à l'heure. Peut-être que mon espace de... Ça a peut-être été les mots que j'écris, peut-être, oui, ça a été mon espace de désobéissance, entre guillemets. Ouais. Et le choix aussi, parfois, d'amener une poésie différente au public. Tu n'as pas fait que des pièces de théâtre et des spectacles de théâtre, tu as aussi participé à des festivals de poésie où tu mettais des mots qu'on n'avait pas souvent, et des auteurs qu'on n'avait pas souvent entendus. Là aussi, c'est une manière de faire connaître des auteurs... Ah oui, ça, je trouve ça passionnant de faire connaître... Alors pour moi, oui, ça c'est très important. Qu'il y a plein de gens qui écrivent aujourd'hui. Et alors là, je sais qu'on est plusieurs dans cette salle à avoir cette passion-là. C'est la passion des auteurs vivants. Je dis, j'ai fait très peu de théâtre d'auteurs plus vivants, enfin morts. Mais... oui, carrément morts. Carrément morts. Mais c'est vrai, j'en ai dit très peu. Et je suis quand même vraiment passionnée, alors oui, vraiment par les auteurs vivants. Et les écritures d'aujourd'hui, en découvrir des nouvelles. Et il y a une auteure là, qui est dans la salle, Christiane Lévesque, je crois que c'est ça son nom, qui est dans la salle, voilà, qui est là, qui m'a, grâce à Anne Mazzacavello et le comité de lecture du théâtre, qui m'a transmis ces mots. Je les ai déjà parcourus une première fois assez vite, et ils m'ont beaucoup touchée. Puis elle m'a redonné une version papier pour que je prenne un temps plus conséquent pour les... Et alors... Parce que quand même le papier, hein, c'est autre chose que l'écran, et on donne un autre temps, on accorde un autre temps aux mots. Et alors, oui, ça me passionne quand même vraiment toujours, les mots d'aujourd'hui, les mots des auteurs vivants. Et Pietro, qui avait fait ce marathon d'auteurs extraordinaires, où il y a eu la nuit là, des auteurs féminins, il n'y a pas longtemps, où j'ai entendu des bouts d'écriture. Je trouve ça passionnant d'entendre des auteurs d'aujourd'hui qui écrivent pour aujourd'hui, aux gens d'aujourd'hui. C'est ce qui me passionne le plus. Est-ce qu'on peut t'entendre aussi? Parce que voilà, tu es venu avec tellement de textes. Là, on a entendu un petit bout de texte de notre Julos National. Oui, voilà. Mais c'était un petit peu ta surprise. Je sais que Marie-Paul Cum était venue avec des images. Et puis Alain Elouet est venu avec des chansons. Toi, tu es venu avec des mots et de la poésie.
Et donc j'aimerais bien... Bah, j'ai pris Bonjour Gaston, qui est déjà un bouquet plus ancien, mais je l'aime bien. Parce que, en fait, pourquoi il s'appelle Bonjour Gaston? Je vais lire deux choses, alors. Je vais lire... il y avait un monsieur dans ma rue qui s'appelait... Enfin, je vais vous montrer. Donc, Gaston, c'est un homme de mon quartier, donc j'habite à Saint-Gilles, qui a traversé plusieurs années les rues de Saint-Gilles. Et parfois, il disait qu'il s'appelait Gaston, parfois Modeste, parfois Marcel. Et donc, chaque fois que je le rencontrais, je notais notre rencontre. J'écrivais notre rencontre. Et j'aime beaucoup revenir à ça parce que je crois que c'est une... Oui, en fait, c'est... Parce que ça représente vraiment ce que j'aime dans le fait d'aller traquer la parole des gens et de la garder. Il n'est plus là. Donc... ça, c'était et donc ce livre, je me mouche beaucoup, hein, ça fait... Voilà. Et donc Gaston, donc j'ai mis chaque fois les rencontres en ordre chronologique. Donc la première fois que je l'ai vu, il m'a dit dans un café de Saint-Gilles, Mademoiselle, c'est mon anniversaire. Alors j'ai dit ah bon anniversaire monsieur. Puis il m'a dit dites vous n'auriez pas une petite pièce, ce serait pour boire un café. Alors je lui ai donné la petite pièce et j'ai dit voilà bon anniversaire. Puis la deuxième fois que je l'ai vu, ça devait être une semaine après. Dites, c'est mon anniversaire. Ah, je dis, mais c'était déjà hier, votre anniversaire. Non, mais c'est pas grave, hein, mademoiselle, hein, ça c'est pas grave. Dites, je m'appelle Gaston, je vous aime bien, vous auriez pas une petite pièce, c'est pour m'acheter un café. Merci. C'était la deuxième fois. La troisième fois. Dites, vous n'auriez pas une petite pièce, c'est pour un café. Alors je lui dis, c'est votre anniversaire, vous voulez dire? Oui, oui, mais non, non. Mon anniversaire, c'est demain. Demain? Mais avant, c'était tous les jours. Ah non, non, cette fois-ci, c'est demain. Demain. Il était magnifique cet homme. Et donc là après. Et bonjour Gaston. Ah non, moi c'est Modeste. Modeste? Oui, Gaston, c'est un autre qui me ressemble. Dites, c'est mon anniversaire. Vous n'auriez pas une petite pièce? C'est pour un café. Merci. C'est incroyable, hein? Donc, bon, je continue, c'est toutes des petites rencontres comme ça. Bah alors parfois il y avait des rencontres très concrètes. C'est Gaston qui me dit j'ai mangé une salade, un beefsteak, des pommes de terre, c'était bon. Je vous offre un café. Ah c'est gentil. Gaston, votre vrai anniversaire c'est quand? Le 21 février. Ah mais c'est aujourd'hui. 22, c'était hier. C'était hier. Ah ben voilà, c'était hier. Bon anniversaire Gaston. Ah bonjour, je vous aime bien, il fait beau aujourd'hui, hein. Dites c'est mon anniversaire. Ah bon? Oui c'est mon anniversaire, vous n'auriez pas un sou pour un café? Oui mais vous aviez dit que c'était en février votre vrai anniversaire. Ah non madame, hein. Ça c'est un autre que moi avec le même visage qui vous l'a dit. Ah c'est ça, voilà. Alors je dis bon je dois y aller, où tu vas? À Paris. Alors je lui dis faire quoi? Il me dit traire les vaches. Je dis ah, 10 vaches. Je dis ah comment elle s'appelle? Sani. Ah. Bon voyage. Depuis quand tu traites les vaches? Depuis que j'ai 16 ans. Donc parfois j'apprenais des petites choses comme ça sur sa vie. J'ai ramené d'Ostende un petit baudet qui me dit. Avec mon lacet de chaussures, je l'ai ramené. Il est si petit que je vais le mettre en cage. Il mange du pain et des carottes. Bonjour Gaston. Je peux prendre un café? Oui. Dis Gaston, pourquoi tu dis toujours que c'est ton anniversaire? Ah, c'est simple, mademoiselle. L'anniversaire, c'est tous les jours, mais changer d'âge, ça, c'est une fois par an. C'est beau, hein? Dis, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Non, c'est demain. Donc, tu auras 63 ans, alors? Non, 62. Mais 62, c'est déjà aujourd'hui que tu les as. Donc, demain, tu auras 63. Bon, ça va. Dites, c'est mon anniversaire. Vous pouvez demander au monsieur d'à côté de m'offrir des cigarettes. Mais vous venez de me dire que c'était demain votre anniversaire. Oui, mais ça, lui, il ne le sait pas. Hein. Alors, tu as gardé des vaches? Oui, 4. Où ça? À Saint-Gilles. Mais il n'y a pas de vaches à Saint-Gilles, mais des toutes petites vaches. Mais même des toutes petites. Oui, mais c'est des vaches en chocolat. Il n'est pas là, Gaston? Non. C'est dommage. Tu fais toujours des blagues, Gaston. Ben, on peut rigoler, hein. Et l'anniversaire aussi, c'est pour rigoler. Ah non, ça c'est toujours vrai. C'est presque fini. Hein. Tu as des frères et sœurs? Oui, 2 frères et 3 sœurs, il me dit. Et je lui dis comment ils s'appellent. Ben, les frères s'appellent Modeste, Gaston c'est mon jumeau. Mais toi tu es Modeste ou Gaston? Aujourd'hui Modeste. Mais tu m'avais dit Gaston. Non, Gaston c'est demain, je change, hein, parce que j'ai un jumeau. Ah bon. Ouais. Et puis un jour, on arrive dans un café, et il y avait un homme qui semblait encore plus paumé que lui, que Gaston, qui était un peu comme ça. Alors Gaston, il voit Gaston, l'homme du café voit Gaston, et en voyant Gaston, il dit, lui, il demande toujours des sous, c'est un clochard. Et Gaston lui dit, non, c'est toi le clochard. L'autre lui dit, clochard. Et puis Gaston lui dit, c'est celui qui dit qu'il est.
Il me faisait rire. Et puis ça, c'était notre dernière rencontre. Alors, Gaston me dit, lui, c'est mon fils, Gaston. Ah, c'est pas toi, Gaston. Moi, c'est Gaston Modeste, et lui, Gaston Frédéric, et mon père Frédéric, ma mère Marianne. Alors, je dis, pourquoi t'as toujours 62 ans? Normalement, chaque année, on a une année de plus. Je sais pas. Moi, un homme très spécial. Moi, j'ai appris l'auto à l'université. Je vais acheter une voiture, je t'emmènerai en voyage, et de temps en temps, je te donnerai des bananes et des tomates. Je suis connue dans le quartier, je suis connue comme une pomme pourrie. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Pour voir ce que tu vas répondre, parce que c'est mieux les pommes fraîches. Voilà. Et alors, il est mort, en fait, il est mort dans la rue, puis j'étais au café du coin, où je vais souvent le matin, et alors je vois un enterrement. Et donc je vais voir cet enterrement. Non, quelqu'un est venu me dire, c'est Gaston qu'on enterre. Voilà. Et donc je suis allée voir. Et donc en fait, c'est là que j'ai appris qu'il venait d'un centre pour des gens un peu qui avaient besoin de vivre en communauté, pour être un peu aidés. Il est mort. Il est tombé dans la rue sans papier sur lui. Il n'avait pas de papier. Et donc on n'a pas su qu'il venait de ce centre. Et il est mort seul à l'hôpital. Et on l'a retrouvé quelques jours plus tard grâce à des avis de recherche qui avaient été apposés dans le quartier. Et il y avait beaucoup de monde le jour de son enterrement. C'était rempli. Ouais. Il était l'ami de tout le monde. Ouais. Ouais, je crois que tout le monde lui avait offert des cafés. C'est une manière de nous faire des rencontres. Quand tu fais ces rencontres-là, je me dis, pour capter ces mots-là, comment tu fais? Tu les retiens? Tu les notes en stummeling? Oui, les deux. Voilà, je peux les noter en stummeling. Mais tu passes beaucoup de temps dans les cafés, non, mais c'est parce que c'est là qu'on rencontre les gens aussi. Bah alors, c'est vrai qu'avant, comme ça, on peut boire du café dans les cafés. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de boire de l'alcool. Oui, j'aime beaucoup aller dans des cafés. J'aime bien les cafés, beaucoup. Et alors, j'ai cette grande chance de souvent dans mon métier, où en tant qu'auteur, on m'a proposé des résidences dans des lieux. Ouais. Et alors là, je suis payée pour être dans la rue, dans un hôpital psychiatrique pendant des mois et des mois, où je peux, comme je veux, récolter des paroles, où j'ai carte blanche pour aller vers les gens. Et c'est vraiment des grandes chances de pouvoir être comme ça confronté, être mis dans des situations réelles que j'invente ou qu'on invente pour moi, et où mon seul rôle est de glaner et d'en faire un spectacle, d'en faire spectacle pour des moments de scène. C'est vrai qu'à la réflexion, on a que cet outil-là, enfin, c'est un outil commun que nous avons tous, c'est les mots, pour justement créer des liens avec des gens qui n'ont pas beaucoup de liens, ou qui ont coupé les ponts parfois. Oui, voilà. C'est important de faire ça. Très, très important. Alors, la dernière résidence que j'ai faite, c'était l'année passée qu'elle s'est terminée. C'était donc 1 an et demi dans un hôpital psychiatrique. Et donc, ça a été très, très fort parce qu'on a joué devant des publics de gens normaux et puis devant les gens qui nous avaient livré leurs paroles aussi. Et le temps de rentrer dans leur vertige de langage, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils sont souvent très amortis par leurs médicaments. Et leur redonner la parole et de reprendre le temps d'entendre leurs paroles et puis de la restituer, ils se sentaient héroïques, quoi. Hein. Et alors quand on disait leurs paroles, ils montaient sur scène, c'était très fort. Maintenant qu'on est presque à la fin de cet entretien, tu as dit, oui, j'ai fait du théâtre, j'écris pour la scène, j'aurais pu être écrivain, mais là, j'aurais été tout seul. J'aurais pu, et il y a le mot psychologue, peut-être que si j'avais été psychologue, voilà. Et c'est vrai qu'eux aussi utilisent les mots, les psychologues, les psychiatres, ces gens-là qui utilisent les mots pour recréer les liens. Est-ce qu'il y a un lien, finalement, avec ce côté un peu, alors pas thérapeutique, mais peut-être quand même si, du mot. C'est-à-dire réapprendre le mot aux gens et à ce qu'ils les prennent et à ce qu'ils les utilisent, quoi, entre eux. Redonner le mot, tu veux dire, aux gens. Réapprendre, parce que... Mais quand tu dis thérapeute, psychologue, ça me renvoie à un truc marrant. Ouais. D'ailleurs, mon père n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en voyage. Mais alors, il y a son grand ami qui est là. Et il m'a dit, tu vois, je viens un peu parce que ton père n'est pas là. C'est gentil, mais qui est médecin comme mon père. Ouais. Et donc, mon père est docteur. Et je pense que... Quand tu me dis ça, et puis je me le suis dit dernièrement, tout ça m'est venu, que c'est vrai que j'ai un rapport au mot de peut-être soigner quelque chose. Alors peut-être sans doute chez moi, et sans doute je sais pas, je pense que quelque part, je suis peut-être pas si loin de mon père. Je me dis ça parfois. Ouais. Enfin, je dis ça parce que je pense, ça m'émeut de le dire, donc ça doit être un peu vrai. Voilà. Et donc, quand tu dis ça, oui, je pense que le mot soigne, que donner des mots, c'est de la nourriture. Je pense qu'on a tous besoin de cette nourriture
Je pense que tant que les théâtres existeront toujours, moi je pense, ou que des moments où la parole s'échange, parce que c'est... C'est donner et recevoir. C'est donner et recevoir tout le temps, c'est transmettre, c'est passer, et que ça nous soigne, ça nous construit, ça nous fait rêver, ça nous ramène à nous, ça nous sort de nous, et c'est du vivant, quoi. Et en fait, oui. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Ça m'émeut d'être là comme ça. Voilà, parce que c'est bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laurence. Merci à vous.